et, et de la politique que vous souhaitez porter. Vous êtes pour le repli sur soi. Vous reconnaissez vous-même que vous refusez tout accord commercial avec un pays tiers, avec une région du monde qui pourrait être bénéficiaire à une filière française, là en l'espèce à une filière agricole. Plus 40% en 10 ans. C'est l'évolution de l'exportation française sur la filière agricole entre 2014 et 2024. On est passé de 50 milliards d'euros à 70 milliards d'euros. Vous êtes les mêmes qui allez nous dire que la balance commerciale est déficitaire et que c'est l'appauvrissement de notre pays. Et quand il y a une filière qui est excédentaire et de plus en plus excédentaire, vous demandez à fermer les routes commerciales. Vous êtes parfaitement incohérent. C'est absolument pas caricatural puisque Madame la rapporteure a très bien précisé que vous étiez contre les accords de commerce internationaux et vous l'assumez et au moins vous avez cette cohérence-là. Mais assumez-le jusqu'au bout. Dites-le aux agriculteurs français, quelle que soit la taille d'ailleurs des exploitations, dites-leur que vous êtes contre l'exportation française. Dites-leur que vous voulez renoncer aux 70 milliards de création de richesses en France liées à l'exportation française. Et je l'ai dit tout à l'heure sur la proposition de résolution portée par M. Potier. Vous confondez la recherche de la souveraineté alimentaire sur laquelle on peut se rejoindre, sur laquelle il faut de l'investissement, avec la notion de la balance commerciale et d'améliorer l'exportation française sur la filière agricole, comme si les deux étaient antinomiques, comme s'il y avait ces fameux vases communicants. Absolument pas. Il n'y a pas des pays, M. Biteau, qui ont réussi à améliorer leur souveraineté alimentaire en faisant progresser leur solde commercial agricole? Évidemment que oui. Et évidemment que ça doit être l'agenda français. Et heureusement que votre politique n'est pas appliquée à un moment où le protectionnisme et les barrières tarifaires, justement, nous empêcheraient de continuer à prospérer sur la scène internationale. Heureusement que votre politique n'est pas en œuvre aujourd'hui pour nos agriculteurs, mais pas que, pour l'ensemble des filières là-dessus. On a l'impression que les accords de libre-échange sont l'alpha et l'oméga. Comme si, sans accord de libre-échange, les échanges à l'échelon planétaire n'existaient pas. Il s'avère que je viens d'une région où on produit un produit avec lequel je ne suis pas du tout fâché, qui s'appelle le cognac. Est-ce que vous pensez que les producteurs de cognac qui exportent 98% de leur production ont attendu que des accords de libre-échange existent pour réussir ces exportations? C'est bien la preuve qu'on peut commercer avec le monde et que nous ne sommes pas dans cette caricature dans laquelle vous voulez nous enfermer, de nous opposer à des échanges planétaires et que nous avons la capacité d'imaginer des échanges planétaires sans forcément imaginer que ces échanges planétaires soient orchestrés par des accords de libre-échange. Donc je voulais rétablir ce sujet-là. Sur la balance commerciale, vous avez évoqué les 5 milliards de balance commerciale positive. C'est vrai. Mais c'est intéressant de l'analyser, cette balance commerciale. Et quand on l'analyse, effectivement, on exporte du tournesol, effectivement, on exporte du maïs, effectivement, on exporte du blé. Mais on importe aussi des fruits et légumes, et qui font que cette balance commerciale, sur les besoins primaires alimentaires, cette balance commerciale, elle est finalement pratiquement nulle. Et ce qui fait les 5 milliards d'euros, c'est ce que j'appelle les produits de luxe. Et encore une fois, je ne suis pas fâché avec ces produits de luxe. C'est le cognac, c'est le Bordeaux, c'est le Bourgogne, c'est le champagne. C'est ça qui fait les 5 milliards d'euros de balance commerciale. Et donc, vous me parliez des vases communicants. Eh bien, je vais insister, monsieur le ministre. Je suis moi-même agriculteur. Quand je produis du blé, quand je produis du tournesol, quand je produis du maïs qui pourrait être exporté, les surfaces agricoles sur lesquelles j'ai installé ces productions-là ne produisent pas des lentilles, ne produisent pas du pois chiche, ne produisent pas du tournesol qui pourrait faire de l'huile locale. Et donc, effectivement, c'est des vases communicants. Et si on mobilise nos surfaces sur des logiques exportatrices, nous nous rendons dépendants forcément à des importations. Et votre balance commerciale, elle ne tient plus à ce moment-là. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous promets, je réponds, et puis après j'irai vraiment très vite sur les... Mais effectivement, ça résume quand même l'essentiel, la quintessence du débat. Moi, je suis à nouveau d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit, Monsieur Biteau. Je vous assure que oui. Vous avez raison, l'export n'attend pas les accords de libre-échange, évidemment. Par contre, les filières dont vous faites mention demandent des accords de libre-échange, à commencer par la filière cognac. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de l'exportation sans accord de libre-échange que ce n'est pas dans l'intérêt de ces mêmes filières, tout simplement.
Mais le cognac, si vous croyez que c'est que Bernard Arnault, vous avez que Bernard Arnault à la bouche depuis le début de cette journée. Franchement, allez voir les producteurs, vous verrez si c'est que Bernard Arnault. Moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est tout simplement répondre précisément à l'amendement. Est-ce que oui ou non, la libéralisation des échanges de produits agricoles peut être créatrice d'opportunités d'exportation? Si vous répondez non, pardon, ça s'appelle de la mauvaise foi et de la volonté de repli sur soi. Et je crois que c'est bien votre projet politique. En 2022, il en faisait plus de 3000. Les pages du Code de l'environnement ont été multipliées par 11 en 20 ans. Sur les 55 heures de travail hebdomadaire, en moyenne, nos agriculteurs consacrent en moyenne 10 heures à la paperasse administrative. 80% de ces normes proviennent directement de l'Union européenne. L'Union est en effet ambitieuse. Son pacte vert vise la neutralité carbone en 2050. Sa stratégie, ingénieusement dénommée « de la ferme à la fourchette », vise la réduction de 50% de l'utilisation de pesticides. Dans le même temps, elle continue d'empiler les traités de libre-échange avec des régions du monde dont les normes sociales et environnementales sont bien éloignées des nôtres. Cela pose la question des véritables objectifs poursuivis par l'Union européenne. Où est la cohérence quand elle souhaite atteindre la neutralité carbone sur notre sol, mais qu'elle met tout en œuvre pour faire exploser notre bilan carbone à l'importation? Cet amendement vise à inciter l'Union européenne à établir un audit de... Oui, nous avons clairement deux blocs. En fait, le bloc effectivement macroniste qui veut continuer dans la libéralisation et donc l'alignement des normes environnementales et sociales avec le moins-disant international, et la gauche qui souhaite au contraire protéger l'agriculture française et avoir des normes environnementales et sociales les mieux disantes possibles, à la fois pour la protection de la santé et de l'environnement pour nos agriculteurs. Et puis nous avons le Rassemblement national qui souhaite à la fois protéger les produits agricoles français tout en impliquant le pire des normes environnementales et sociales de l'international. Et cet amendement, c'est cette démonstration-là, donc d'avoir un projet finalement complètement moins-disant. On protège pour conserver le pire à l'intérieur du pays. Je ne vois absolument pas l'intérêt. Et moi, je revendique et je suis fière d'avoir une agriculture française qui respecte aujourd'hui des normes sociales et environnementales conséquentes. Et je crois que les agriculteurs en sont fiers également. Ils demandent simplement de pouvoir réussir à vivre de leur travail et d'être protégés économiquement de ces accords de libre-échange honteux. Merci, Monsieur le Ministre. Défavorable. Défavorable, je le mets au vote. Aujourd'hui, la clarté, de prendre une position claire contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et d'envoyer un message simple et sans équivoque. Non à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, quelles que soient les conditions. Non avec ou sans clause miroir. Non avec ou sans mention de l'accord de Paris. Non dans l'État ou pas. C'est ça la clarté, Monsieur le Ministre. Ça fait des mois que dure la saga de la France qui s'oppose au traité avec des si, des mais, avec un effet redoutable. Vous avez vu la présidente van der Leyen qui s'est hâtée le 6 décembre de filer à Brasilia fêter la conclusion des négociations. Et je vais vous dire, les agriculteurs avec lesquels je discute, ils ont une question en tête. Comment se fait-il que l'Europe soit à deux doigts d'entériner cet accord de libre-échange avec le Mercosur qui menace la survie même de leur production? La réponse, elle est simple. Les gouvernements français, les uns après les autres depuis 20 ans, soutiennent que peut-être cet accord de libre-échange pourrait être vertueux, donc ils ont laissé la Commission négocier pour faire plaisir aux banques, pour faire plaisir aux multinationales de services françaises qui lorgnent sur les marchés sud-américains. Et voilà où nous en sommes. Alors le président Macron nous dit que cet accord pourrait être avantageux, on va donc tenter de le négocier avec une formule magique. Les clauses miroirs, qui permettraient, comme par enchantement, que nos élevages de 100 vaches puissent tenir le coup face à des usines d'engraissement, les fameux feedlots de milliers de bêtes avec un coût d'éther presque nul parce qu'il y a la déforestation. Vous connaissez le montant du salaire minimum au Brésil, chers collègues, 220 €. En Argentine, 320 €. Au Paraguay, 340 €. Donc non, les clauses miroirs ne permettent en rien d'effacer l'énorme écart de coûts de production de 1 à 10 entre nos éleveurs et ceux du Brésil ou du Paraguay. Et puis surtout, ces clauses miroirs, elles ne... Ce débat, nous ne le considérons pas car il n'affirme pas de volonté d'opposition claire et nette au Mercosur. C'est ce que nous vous avons rappelé. Or, nous avons besoin d'une opposition claire et nette, quelles que soient les clauses miroirs, et c'est pour cela que c'est un avis défavorable.
Monsieur le ministre. Ça sera un avis favorable. Madame la rapporteure, vous cherchez des excuses. La position de la France, elle est claire, elle est nette. C'est une opposition ferme au Mercosur. Après que vous soyez effectivement en difficulté par rapport à un débat qui a eu lieu et que vous ayez besoin d'avoir votre propre proposition de résolution, ça c'est votre affaire politicienne, mais la vérité c'est que la position de la France, elle, et celle du gouvernement n'a absolument pas bougé. Et vous devriez, en cohérence avec vos propos, être favorable à l'amendement de M. Sizensoul, qui en tout cas